Chères étudiantes, chers étudiants, bonsoir à tous. Il se peut que certains d'entre vous nous rejoignent en cours, mais on va démarrer sans perdre une minute, puisque effectivement, par rapport à l'horaire de d'habitude, on est un tout petit peu plus en décalage d'une heure, mais ça va nous laisser quand même du temps pour évoquer les questions que l'on a à évoquer. Donc, bienvenue donc pour cette 4e conférence des nouveaux champs en droit de l'environnement consacrée à la question du sous-sol. Donc, nous avons évoqué l'histoire minière, nous avons évoqué la question des terres rares, celle des imaginaires, et aujourd'hui, nous allons évoquer une thématique donc, qui est celle des patrimoines du sous-sol. J'annonce tout de suite la conférence numéro 5 pour que vous puissiez la noter dans vos agendas. Elle aura lieu le 21 janvier 2026 et tournera autour du thème d'une comparaison entre le droit minier et le droit des carrières, donc sujet de juriste, ça c'est très clair. Ce soir, la séance ne sera pas qu'un sujet de juriste. Elle sera marquée du sceau de l'interdisciplinarité, qui est, vous l'aurez compris en ayant suivi les dernières conférences, un petit peu l'ADN de ce cycle de conférences. Donc, patrimoine du sous-sol, c'est une séance qui permettra de rappeler, s'il le fallait, que ce qui apparaît bien souvent uniquement comme une ressource, comme un substrat matériel, est aussi un substrat culturel dont l'utilisation, l'exploitation ou la protection est susceptible d'avoir des résonances très sociales très importantes. Donc, pour en converser avec nous ce soir, on a le plaisir d'accueillir 3 intervenants que je vais vous présenter brièvement et à qui je laisserai tout aussi rapidement la parole. Tout d'abord, donc, Magali Rossi, maître de conférence en sciences de la Terre à l'université Savoie-Mont-Blanc, dans laquelle, Magali, vous êtes également responsable du Master 1 Sciences de l'environnement appliquées à la montagne. J'ai bien fait mes devoirs. Chacun aura compris que votre terrain d'expertise, si j'ose dire, et pour ne pas dire de jeu, ce sont les Alpes, tout simplement. Maître de conférence en sciences de la Terre, c'est vrai que pour nous juristes, ça ne veut pas dire grand-chose, exprimer ainsi. On peut peut-être ajouter que vous êtes spécialisé en géosciences et en minéralogie au sein d'un laboratoire lui aussi interdisciplinaire qui est l'EDITEM, c'est-à-dire environnement, dynamique et territoire de montagne, où se conjuguent les sciences exactes et les sciences sociales. Vous-même, vous vous intéressez tout particulièrement aux interactions dites fluide-roche, c'est-à-dire ni plus ni moins à la façon qu'a notre environnement de se constituer, à la façon finalement dont se constitue ou non notre patrimoine. Salut Jérôme. Votre dernier article est paru dans la revue donc, Archaeological and Anthropological Sciences, et il est d'une certaine façon au cœur de nos préoccupations du soir, puisque vous y analysez avec d'autres la composition chimique des pigments minéraux de certaines peintures rupestres, ce qui va renseigner notamment sur la chronologie de leur réalisation. Et je vais grossir un petit peu le trait, mais vous m'avez déjà dit que ce n'était pas le cas. Mais d'une certaine façon, vous faites un peu de l'histoire de l'art. Même si, encore une fois, ce n'est pas tout à fait ça, j'en conviens. Ouais, ça aide les historiens de l'art, voilà. Nous aurons également le plaisir d'entendre ce soir Marie Cornu avec nous, directrice de recherche au CNRS, spécialisée en droit du patrimoine et membre de l'Institut des sciences sociales et du politique de l'École normale supérieure Paris-Saclay. Vos travaux, chère Marie, portent sur le droit de la culture et évidemment sur le droit du patrimoine, travaux pour l'ensemble desquels vous avez reçu, entre autres récompenses, la médaille d'argent du CNRS en 2019, c'est dire si nous avons beaucoup de chance de vous avoir. Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages que, évidemment, je ne pourrais pas citer dans leur intégralité, mais tout de même, faut-il d'ailleurs le signaler, tant l'ouvrage est aujourd'hui canonique, le dictionnaire des biens communs, que vous avez rédigé avec Judith Rochefeld et Fabienne Orsi en 2017. Signalons également, en 2023, l'ouvrage intitulé « Entre-temps, le bien culturel et le droit », dans lequel je crois que vous vous intéressez à votre tour, mais d'une façon très différente, évidemment, sur ce qui fait patrimoine, sur la dimension temporelle de ce que nous désignons comme patrimoine. Vous y questionnez notre rapport au passé, notre rapport au présent et donc nécessairement notre rapport à l'avenir. Enfin,
nous aurons le plaisir d'entendre Stéphane Duroy avec nous, le régional de l'étape, si j'ose dire. Il est ici chez lui, puisqu'il est professeur de droit public à la faculté Jean Monnet depuis déjà quelques années. Co-directeur de l'Institut d'études de droit public de notre faculté, l'IEDP, ce qui me donne l'occasion de le remercier à un double titre, déjà d'être venu ce soir nous parler d'un sujet qu'il connaît bien, on y reviendra, mais surtout d'avoir toujours soutenu les projets imaginés par l'équipe de droit de l'environnement de l'IEDP, à laquelle donc j'ai le plaisir de participer avec Aude Farinetti et Laurent Fombostier. Merci beaucoup, cher directeur, de soutenir tout ce que nous faisons. Entre autres casquettes, Stéphane est également co-directeur avec le professeur Géraldine Goffo du Master Droit du patrimoine culturel de l'Université Paris-Saclay. Master, osons le dire, unique en France. Unique en France. Voilà. Ta dernière publication tout de même, Stéphane, parue dans la revue Titre 7 du Conseil constitutionnel au début de l'année et qui s'intitule « Le patrimoine cultuel en France et les conséquences de son affectation ». Alors, c'est sans doute un peu plus éloigné Voilà, c'est un sujet qui est très, très proche de notre sujet du soir, donc je ne vais pas essayer une improbable acrobatie, même si on pourrait évoquer les enfers, qui sont souvent effectivement liés au sous-sol. Mais en tout cas, on est ravis effectivement que tu nous fasses l'amitié de venir exposer tes connaissances sur le droit du patrimoine, parce que comme Marie Cornu, tu en es un des experts, notamment dans sa dimension contentieuse. Donc, un grand merci à tous les trois d'être là. Et sans plus attendre, je vais céder peut-être la parole à Magali Rossi pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël. Donc moi, comme en géosciences, j'ai l'habitude d'avoir un support. Je suis venue avec mon petit PowerPoint. Alors peut-être juste pour repréciser ma spécialité, donc comme l'a dit Raphaël, je travaille dans un laboratoire interdisciplinaire en sciences de l'environnement. Je suis géologue avec une formation vraiment de pure géologie pour comprendre comment les Alpes se sont formées. Ce qui m'a amené à travailler ensuite sur la formation de ressources minérales d'un point de vue géologique, quels étaient les processus géologiques qui permettaient ces formations. Et puis comme je suis dans un laboratoire interdisciplinaire en sciences de l'environnement, la question des mines m'a amené à m'interroger sur l'héritage environnemental des exploitations minières, et de là aussi du côté environnemental, quel est aussi l'impact social sur les territoires de ces mines. Donc aujourd'hui, je vais pas parler vraiment de ma recherche, mais je vais venir avec mon regard de géologue sur le sous-sol, ce que c'est que le sous-sol, et un peu les interrogations qu'on peut avoir, et que je sais que mes collègues vont répondre en partie à certaines de mes interrogations. Donc déjà, quand on m'a dit patrimoine du sous-sol, ma première question, ça a été, OK, qu'est-ce qu'on entend par sous-sol ? Et en fait, la réponse, elle n'est pas simple du tout, parce qu'a priori, on se dit, c'est juste ce qui est sous le sol, mais ça veut dire comment on définit le sol. Et là, je pense que, alors là, je vous ai mis une illustration. J'ai un collègue spécialiste des sols qui n'est pas tout à fait d'accord avec cette illustration, mais pour les sciences du sol, le sol, c'est la partie la plus superficielle de la Terre, qui fait généralement quelques mètres d'épaisseur à quelques dizaines de mètres d'épaisseur, et où en fait, on va avoir tout un tas d'interactions entre les roches qui sont en profondeur et les matières organiques issues de la dégradation des plantes à la surface. Et donc le sol, il y a plein de couches différentes, et c'est toute cette zone d'interaction entre la partie la plus superficielle où on apporte de la matière organique de la surface et la partie profonde qui va être des apports minéraux par l'altération des roches. Et donc le sous-sol, alors ici, ils le mettent une limite qui n'est pas très nette d'ailleurs, à peu près ici. D'autres la mettraient plus basse. Donc déjà, on a un petit peu un problème de savoir où commence le sous-sol. Quelle est la limite supérieure du sous-sol ? Alors déjà, cette limite supérieure, elle n'est pas très nette, mais on peut s'en dire, OK, mais ça s'arrête où le sous-sol ? Moi qui travaille à l'échelle de la Terre, ou en tout cas de la partie supérieure de la Terre, le sous-sol, ça s'arrête où ? Est-ce que ça va jusqu'au centre de la Terre ? 6400 km environ de profondeur, ce qui est quand même beaucoup. Est-ce que ça s'arrête à différentes couches ? Nous, on est sur les deux premières couches, la couche orange, qui fait déjà en moyenne 35 km d'épaisseur.
Mais bon, sachant que l'homme, il n'est jamais descendu plus bas que 4 km de profondeur. Donc quand on parle du sous-sol, déjà, est-ce qu'on parle des premiers mètres, des premiers dizaines de mètres, centaines de mètres ou quelques kilomètres, les zones où l'homme est allé, ou est-ce qu'on va jusqu'au bout, jusqu'au fond? Donc là aussi, dans ce cas-là, ça serait quand même très très vaste, la définition du sous-sol. Et donc, ça m'interroge sur le droit du sol. Donc je pense que Marie, tu vas y répondre. Qui est propriétaire? Qui est gestionnaire? Est-ce que le gestionnaire est le propriétaire? Et surtout, jusqu'où ça s'arrête? Alors après, là-dedans, on pourrait même aller plus loin en sachant qu'en fait, il y a des mouvements et que ce qui est sous nos pieds n'est pas fixe et que ça bouge. Alors ce qui bouge, ça appartient à qui en fait? Ça, c'est des questions presque métaphysiques du géologue. Alors après, en tant que géologue, quand on considère le sous-sol, donc on va dire les premières centaines de mètres de profondeur ou les premiers kilomètres de mètres de profondeur, souvent, il y a différents regards sur cette partie-là. Pour certains, le sous-sol, ça va être des zones à aménager. Vous avez, dans la région ici, vous avez des métros, des RER souterrains, il y a tout un tas de parkings, il y a tout un tas de zones de stockage en souterrain partout dans les villes. Donc pour certains, c'est des zones à aménager. Pour d'autres, c'est des zones où il y a une ressource. Alors si on considère qu'une ressource, c'est tout matériau, toute richesse qui est utile aux sociétés humaines, il y a une notion évidemment économique, il y a une notion évolutive dans le temps de ce qui fait ressource et ce qui ne fait pas ressource. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, dans le sous-sol, on va avoir différents types de ressources, des ressources en eau, des ressources en matériaux, des ressources en métaux, qui est la partie que je connais le mieux, des ressources en énergie, et puis encore des zones de stockage, par exemple, pour le CO2. Je reviendrai sur la notion de ressources dans quelques instants. Pour d'autres, alors je ne savais pas trop comment regrouper tout ça, j'ai appelé ça des zones de loisirs. Le sous-sol, il y a des cavités naturelles où peut-être certains d'entre vous, peut-être pas trop dans la région parisienne, mais peuvent faire de la spéléologie. D'autres personnes vont être friands de minéralogie et vont aller dans des cavités naturelles ou pas aussi, ou à la surface pour récupérer des minéraux. Puis il y a tout un tas d'autres activités que je ne vais pas détailler, auxquelles je ne pense pas nécessairement. Et puis, bien évidemment, dans le sous-sol, il y a un certain nombre d'objets patrimoniaux. Ces objets patrimoniaux, en fait, avec mon regard de géologue, il y a différents types d'objets patrimoniaux, depuis des objets, j'ai envie de dire, qui vont être 100% naturels. Si je prends par exemple ici les grottes de Chorange dans le Vercors, qui sont mises en tourisme, mais qui sont quand même d'une formation 100% naturelle, jusqu'à des objets patrimoniaux qui peuvent être pas tout à fait 100% anthropiques, mais presque, avec un aspect culturel beaucoup plus important. J'ai essayé de faire un gradient, mais évidemment, ça ne se prête pas tout à fait comme ça. Alors ça, c'est en considérant qu'un patrimoine, c'est un héritage du passé qui est considéré comme devant être conservé en l'état pour l'avenir. C'est une définition, je ne sais plus trop où je l'ai trouvée. Mais cet héritage du passé, il a un intérêt, là aussi, à un instant T, pour une société donnée, à une époque donnée. Donc là aussi, il y a une question d'évolution de ce qui fait patrimoine au cours du temps, et en gardant en tête qu'en fait, ce qui fait patrimoine, en tout cas pour les géographes, c'est avant tout une construction sociale. Donc là aussi, ça soulève un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui fait patrimoine ? Qui définit ce qui fait patrimoine? J'imagine que la loi a un certain nombre de choses à dire, mais elle se confronte peut-être, elle vient peut-être la loi en confrontation avec d'autres types de lois où des fois ça se heurte et qui l'emporte, je ne sais pas. Et le patrimoine, en fait, il est pour qui? Ce qui est considéré comme patrimoine de mon propre point de vue, est-ce que vous aurez le même regard? Est-ce que la loi a le même regard dessus? Je ne sais pas. En ce qui concerne en tout cas les patrimoines naturel auprès de l'UNESCO. Il faut que pour que ça soit considéré comme un patrimoine naturel, et j'imagine que c'est la même chose sur les patrimoines anthropiques, il faut qu'il y ait à la fois un intérêt scientifique, il faut qu'il y ait le côté rare de la structure qu'on veut considérer comme du patrimoine. Il faut qu'il y ait une importance historique notamment qui peut être dans l'histoire des sciences ou pas que, qui a un intérêt pédagogique, et qui est aussi un intérêt esthétique. Ça, c'est en tout cas ce que met l'UNESCO pour les patrimoines naturels. J'imagine que ces critères s'appliquent également en partie, au moins,
pour les patrimoines culturels. Le point qui est intéressant aussi, c'est que finalement, un patrimoine, s'il est mis en tourisme, ce qui est souvent le cas en général, dans ce cas-là, il devient une ressource quelque part. Il y a un aspect économique qui va derrière et ça devient une ressource touristique. Donc en fait, on commence à voir que le lien ressources-patrimoine, en fait, ils vont souvent de pair. Et ce qu'on constate en tous les cas, moi qui m'intéresse beaucoup au système minier et au système métallique, c'est que ce qui est considéré comme une ressource à un instant T va être valorisé de manière patrimoniale, peut devenir du patrimoine dans le temps. Et on voit comme ça, donc ici je vous ai mis ce que j'appelle le cycle minier, ce qui est un peu complexe, mais en gros c'est tout le cycle minier qui démarre avant l'exploitation d'une mine, qui aboutit à la construction, à l'exploitation d'une mine, jusqu'à sa fermeture quand le gisement n'est plus intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est que devient le site minier après la fermeture du site. Et en fait, éventuellement, au cours du temps, des années après, ou même 100 ans après, ou plusieurs millénaires d'après, on peut réouvrir des mines sur un même site. Je reviendrai dessus dans quelques instants. Au contraire, certains sites vont être valorisés en tant que patrimoine, avec notamment des visites souterraines, avec des musées de la mine. Et puis, certains sites miniers vont avoir d'autres usages économiques, éventuellement, utilisés pour l'aménagement, pour de nouvelles industries, de nouvelles activités économiques, voire comme zone de loisirs. Donc finalement, tous les items que je vous ai montrés sur le regard du géologue sur ce que c'est que le sous-sol, peuvent se retrouver dans les trajectoires au cours du temps. Ça peut passer d'une ressource à un patrimoine à un autre type d'activité. Donc, moi qui travaille sur les objets miniers, sur les terrains miniers en particulier, ou sur les exploitations de ressources minérales de manière plus générale, je m'interroge, est-ce que tous les anciens sites miniers, quel que soit leur degré d'exploitation, sont des objets patrimoniaux ou pas? S'il n'y a pas de valorisation patrimoniale, s'il y a des sites abandonnés au fin fond de la montagne, est-ce qu'ils sont considérés comme du patrimoine ou pas, d'un point de vue du droit et pas que. Et donc, qu'en est-il aussi? Du coup, ça pose la question, si tout objet ancien, toute exploitation ancienne est considérée comme du patrimoine, qu'en est-il de ces cycles successifs de exploitation, fermeture, réexploitation? Quel est l'aspect juridique qui va faire que finalement, on va pouvoir aller par-dessus le droit du patrimoine, qu'on va pouvoir avoir une autre activité? Donc ça, c'est mes principales interrogations. J'imagine qu'on va avoir l'occasion de discuter de tout ça. Si je reviens rapidement sur ces questions de ressources et le lien aussi avec le patrimoine et le fait qu'une ressource, elle a aussi une durée limitée dans le temps. Au jour d'aujourd'hui, ici, vous avez le tableau de Mendeleïev de tous les éléments chimiques connus sur Terre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les éléments chimiques connus sont exploités aujourd'hui et ont une utilité dans les sociétés d'aujourd'hui. Mais on voit sur le petit schéma qui est en bas à gauche qu'au cours des derniers siècles, les technologies évoluant, le nombre de métaux de ce tableau qui ont été utilisés et donc extraits du sol a évidemment augmenté, la quantité a également fortement augmenté, parce que ça fonction de nos sociétés finalement, des technologies de nos sociétés. Cette diapo, j'ai passé assez vite dessus, mais c'était juste pour revenir sur le fait que finalement, ce qu'on exploite au départ, c'est quelque chose de naturel, qui est formé par des processus géologiques et qui se trouve, en fait, pour récupérer des métaux, il faut avoir des roches qui ont concentré ces métaux dans des concentrations suffisantes pour être exploités d'un point de vue rentable, d'un point de vue économique. Et donc, en gros, ici, vous avez une roche minéralisée, ça vient du front d'une mine au Maroc. C'est le minerai argenté qu'on va chercher à extraire pour récupérer du plomb. Tout ce qui est blanc, tout le reste, on va le jeter. Est-ce que ces déchets vont être considérés comme du patrimoine une fois que la mine aura fermé ou pas? C'est une question qui peut être, en tout cas, que moi j'ai. Donc, il y a ce côté-là. Et donc, pour être exploitable, pour qu'il y ait une activité économique, avant que ça soit du patrimoine,
Il faut donc qu'il y ait des teneurs suffisantes. Or, ce qu'on constate au cours du temps, c'est que les technologies évoluant, la concentration des métaux dans les roches à partir desquelles on peut les extraire, elle diminue au cours du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple du cuivre qui est la courbe noire, aujourd'hui, pour extraire du cuivre de manière rentable, il faut qu'il y en ait environ 0,6% dans la roche. Si je remonte 100 ans en arrière, il fallait qu'il y en ait plusieurs pourcents, de l'ordre de 4-5%. Si je remonte presque 200 ans en arrière, il fallait qu'il y en ait 20%. Ce qui veut dire qu'on a généré un certain nombre de déchets lors du pic minier en France il y a 200 ans, qui aujourd'hui pourraient être réexploitables. Mais qu'en est-il si c'est considéré comme étant du patrimoine archéologique ? Peut-on ou pas, est-ce raisonnable de dire on va pouvoir éventuellement décontaminer des sites miniers en réutilisant les déchets ou pas ? Quel est d'un point de vue juridique, qu'est-ce qu'on a le droit de faire en fait sur ces sites-là ? Par ailleurs, mais ça c'est presque anecdotique, la teneur qui fait qu'on peut extraire de manière rentable ou pas, elle dépend aussi du marché des métaux. Et donc ça, c'est assez fluctuant. Donc, ce qui va faire qu'on va être potentiellement pouvoir ouvrir une mine ou pas, ou être resté sur des sites éventuellement anciens patrimoniaux, va dépendre du cours des métaux. Donc, il y a cette notion en fait d'évolution dans le temps, à la fois de la ressource, et comme ce qui était une ressource à un moment donné peut devenir du patrimoine après, il y a ce côté aussi évolutif de la notion de patrimoine, en tout cas en ce qui concerne les ressources minérales. Et du coup, c'est un peu mes questions. Vous voyez que d'un point de vue du géologue, quand on regarde le sous-sol, il y a plein d'usages finalement différents. Il peut ne pas y avoir d'usage du tout, ça reste le cas dans plein d'endroits, bien évidemment. Mais ça peut être des zones de loisirs, ça peut être considéré comme de la ressource, ça peut être considéré comme du patrimoine, comme des zones à aménager. Et en fait, au cours du temps, ces points de vue-là peuvent changer. Et ça va dépendre en fait aussi de la notion de valeur que, d'un point de vue de la société, on va donner à un matériau, à un espace donné. Et donc la question, c'est qui définit la valeur ? Chacun d'entre nous ici va regarder un même objet avec une valeur différente d'un point de vue géologique, d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental, culturel ou patrimonial. Donc, qui décide et qui devrait décider finalement de quelle valeur doit être prépondérante pour savoir si un objet, quel qu'il soit, peut être une ressource, un patrimoine, une zone à aménager ou une zone de loisirs. Et j'espère que vous avez à peu près suivi mon raisonnement et mes questionnements. Et je vous remercie. Tout. Oui, ça marche. Merci beaucoup, Magali, merci beaucoup de tes propos qui ouvrent bien le champ des questions. Et donc, peut-être, on n'aura pas toutes les réponses, mais peut-être quelques-unes. Si. Et je te cède la parole. Merci beaucoup, Raphaël. C'est un vrai plaisir d'être ici et de partager ces réflexions sur le sous-sol. Alors, avec Stéphane, on va vous parler d'une partie du sous-sol, ou en tout cas d'un certain sous-sol qui est qualifié d'archéologique. Et en particulier, on va vous parler des droits, de la question des droits et des droits de propriété. C'est une question que vous vous posez, à qui appartient le sous-sol et plus spécialement à qui appartient le sous-sol archéologique. Alors, ce sous-sol archéologique, il est constitué à la fois d'éléments immobiliers, de gisements immobiliers, c'est un vocabulaire qu'on utilise dans le champ de l'archéologie, mais aussi de vestiges mobiliers. Et on va avoir des solutions un petit peu différentes, quoique on a assez récemment unifié le régime de propriété. Ça a longtemps été très chaotique. C'était un paysage extrêmement accidenté. Donc, c'est de ça que je vais vous parler à partir de l'adoption des premiers textes sur l'archéologie, où on s'aperçoit que ce système qui est à la fois régi par le Code du patrimoine et par le Code civil, il y a des renvois de l'un à l'autre,
En réalité, il y a de nombreux aspirants à la propriété, armés de droits puisés dans différentes sources. Donc dans cette tranche historique au cours de laquelle on va organiser un système de partage de propriété, ce partage va se révéler quand même assez complexe. Et à l'orée des années 2000, et ça, voilà, Stéphane en parlera, il y a eu un basculement où on est passé d'un système de pluralité de propriété à un système de propriété unique, en considérant que s'agissant de ce patrimoine collectif, c'était davantage l'État qui avait vocation à devenir le propriétaire. Alors, ça a été progressif, hein, ce passage-là. Il a été consolidé véritablement pour tous les éléments mobiliers et immobiliers en 2016 par la loi LCAP. Je ne sais pas si vous connaissez cette loi Liberté de création, de l'architecture et du patrimoine, où là, on considère que ce sous-sol est un bien commun. Alors, bien commun, on le traduit par c'est de la propriété de l'État, ce qu'on peut discuter, hein, bon. Mais moi, je vais me situer avant. Comment on a ordonné ces différents droits? Je pense que c'est utile de revenir vers l'histoire et vers les premiers textes dans lesquels on réfléchit à cette propriété du sous-sol. Alors, quels sont tous ces aspirants à la propriété? Il y a évidemment le propriétaire du terrain qui est armé de différents droits. Derrière, avec lui, il a évidemment l'article 552 du Code civil. On voit apparaître la notion de sol. La propriété du sol, nous dit-on, emporte la propriété du dessus et du dessous. Alors le sol, ça me paraît être là la surface, quoi, celui qui est propriétaire du terrain, on pourrait dire, tout ce qui est dessous. Alors j'ai vu une jurisprudence qui m'intéressait. On dit que les dispositions de l'article 552 ne font pas obstacle à ce qu'un dessous du sol puisse être détaché du sol ou du reste du sous-sol par fraction. Voilà, donc on peut décoller des bouts de sous-sol. Bon, tout ce qui se passe en dessous du sol. Bon, on ne le définit pas véritablement, mais je crois qu'on peut l'entendre comme ça, comme un droit sur la surface. Donc, le propriétaire du terrain, on le voit, a une propriété sur le dessous. Alors, jusqu'où? Alors, si on déployait la règle dans toute sa plénitude, il rencontrerait à un moment donné un autre propriétaire de l'autre côté de la terre. Donc, on pourrait dire que, voilà, jusqu'au centre de... Non. Là, c'est le principe de réalité qui va dire qu'il est propriétaire de tout ce qu'il peut exploiter dans son sous-sol. Enfin, je pense que la limite va venir non pas du droit, mais de la réalité concrète des capacités d'exploiter. Alors, dans l'article 552, ce qui n'est pas inintéressant, c'est un peu la même technique qu'on a utilisée avec l'article 544 du Code civil. On dit que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Ensuite, le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-dessous, c'est ça qui nous intéresse, toutes les constructions et fouilles. On évoque là déjà les fouilles archéologiques, qu'il jugera à propos, tous les produits que peuvent fournir ces fouilles, tout ce qu'il peut tirer de ces fouilles, sauf, et là c'est une réserve qu'il faut là évidemment entendre, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police. Alors on oublie souvent ces mentions des limites à la propriété, finalement. Dans l'article 544, c'est pareil, on parle d'un droit absolu, exclusif, de disposer et de jouir de la chose, donc qui donne un peu la puissance de ce droit. Mais la phrase qui suit nous dit que c'est quand même dans la limite éventuelle de lois qui peuvent venir borner ce droit de propriété et le limiter. On a l'impression que c'est le même, parce que ça c'est le texte dans son jus de 1804, et pourtant le système a beaucoup changé, hein, et le droit du propriétaire a beaucoup changé, c'est-à-dire qu'il faut justement investir ce dernier bout d'article qui nous dit qu'il y a quand même des limites, et on est allé limiter très sérieusement ce droit à partir de 2001 et 2016. Il reste que là, avant cette période-là, il y a un principe de liberté de fouille. Hein. Chacun peut librement fouiller dans son sous-sol. Et puis le propriétaire, il a
ça c'est pour le terrain, mais pour les objets immobiliers, il a avec lui l'article 716 du Code civil. La propriété d'un terrain appartient à celui qui le trouve dans son propre terrain. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, la propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre terrain. Mais le trésor trouvé dans le fond d'autrui appartient pour moitié à celui qui trouve, l'inventeur, et le propriétaire du fond. Alors, le trésor, c'est quoi? C'est une chose sur laquelle on n'est pas capable de trouver le propriétaire. C'est une propriété immémoriale, hein, sur laquelle personne ne peut justifier de sa propriété. C'est une chose cachée ou enfouie. Il faut garder un peu à l'esprit cette figure-là, parce que confronté au droit de l'archéologie, on va voir qu'à la fois c'est un article important, parce qu'il a servi de point de référence dans les systèmes de partage de propriété, et en même temps on s'en éloigne un peu, parce que les fouilles, par définition, c'est un acte volontaire, donc on n'est pas dans le domaine de la découverte fortuite, hein, l'article 716 nous dit bien qu'on est sur ce terrain de la découverte par le pur effet du hasard. La fouille, c'est tout sauf l'effet du hasard. Et enfin, voilà, donc le droit du propriétaire à cette époque-là, il trouve des objets sur son terrain, c'est à lui, sauf à ce que quelqu'un invoque un titre de propriété. Hein. Ce sont des biens sur lesquels personne ne peut justifier sa propriété. Si c'est un autre qui trouve, par l'effet du hasard, alors il y a un système de partage de la propriété. C'est intéressant ce système-là du point de vue de sa justification. Pourquoi on distribue un droit à l'inventeur, et ça explique pourquoi aussi on a changé à ce modèle-là dans le droit de l'archéologie, c'est qu'il y a une certaine injustice à faire profiter un propriétaire qui ne sait pas ce qu'il y a dans son sous-sol, qui n'a pas la connaissance de la richesse potentielle qu'il y a dans ce sous-sol, et quelqu'un d'autre fait émerger cette richesse. Donc, on a raisonné sur le terrain de la justice. C'est une règle d'équité, finalement, la règle de partage de propriété. On dit moitié pour l'inventeur et moitié pour le propriétaire. Voilà, l'inventeur, donc, dispose d'un droit de propriété sur la chose découverte. Donc il a son droit de propriété naît au moment de cette découverte-là, alors que jusqu'alors on ignorait son existence, donc son statut juridique. Et puis, troisième aspirant à la propriété, évidemment, l'État. L'État dans toutes ses configurations, l'État central, mais aussi les collectivités territoriales qui sont potentiellement propriétaires de terrain. L'État propriétaire, mais aussi gardien de ce patrimoine. Alors, comment se joue cette combinatoire dans le droit de l'archéologie avant cette réforme dont parlera Stéphane, pour comprendre la mise en place de la loi qui a été un peu la matrice du droit, et qui continue à être la matrice du droit de l'archéologie, qui est une loi qui date de 1941. Dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, il y a pas mal de textes sur le patrimoine qui ont été adoptés. C'est un peu facile d'adopter du patrimoine, d'adopter des lois. Et il y a eu plusieurs de ces lois qui datent de 1941, la loi sur l'archéologie, la loi sur la circulation des biens culturels, en 1943, la loi sur les abords. Enfin, il y a tout un train de textes. La loi sur les musées aussi adoptée dans cette période-là. Et c'est resté... Après, au moment de rétablissement de la légalité républicaine, ce texte était là. On a conservé jusqu'à une époque, jusqu'à la codification. Et encore, il y a encore des marques très présentes de cette loi de 1941 qui a fourni véritablement un socle à partir duquel s'est déployé le droit de l'archéologie. Peut-être un petit retour en arrière au moment du passage 19e, 20e, où on va discuter de l'adoption d'une loi. Déjà, on a un projet de loi qui vient en 1910. À l'époque, on est sur un dispositif dans lequel, je vous le disais, il y avait liberté de fouiller. Le propriétaire du terrain est tout à fait libre de fouiller. Simplement, au 19e, il y a des fouilles sauvages qui se déroulent notamment en Dordogne, dans la Vézère,
et qui font réagir les sociétés savantes, qui font réagir le personnel de l'administration des beaux-arts, etc. Et on se dit, il faut que l'État contrôle tout cela. Alors déjà, à la fin du 19e, on avait quand même un certain contrôle de l'État effectué dans le cadre de la loi sur les monuments historiques. On avait un chapitre dans la loi sur les monuments historiques de 1887 consacré aux fouilles, et dans lequel, dès lors qu'on identifiait un intérêt public, historique, préhistorique, etc., on avait un moyen de protéger les terrains de fouilles. Mais ça n'allait pas très loin, finalement, comme type de contrôle. Donc là, on se dit, il faut aller plus loin dans le contrôle effectué sur ces activités de fouilles. Cela étant, le contrôle de l'État qu'on envisageait à ce moment-là est quand même assez mal perçu par ceux qui se livrent à des fouilles. Les archéologues, les sociétés savantes, parce qu'elles se disent on va avoir des experts parisiens qui vont venir contrôler le système. Ce contrôle de l'État, finalement, porte atteinte non seulement à la liberté de fouiller, mais aussi au droit de propriété. Donc, ils invoquent ensemble ces deux droits, droit et liberté, pour faire échec à la loi, au projet de loi de 1910. Ce sont des textes qu'on a étudiés dans un volume sur la genèse du droit de l'archéologie. C'est un projet qu'on a conduit avec l'équipe qui travaille sur le droit de la culture. Il y a Jérôme qui fait partie de cette entreprise Mémolois où on travaille sur le moment d'adoption des grandes lois qui ont formé le corpus du droit du patrimoine. Et donc, on aborde ces questions-là. Si ça vous intéresse, je l'ai apporté si vous voulez le feuilleter. Alors, même si ce projet de loi de 1910 n'était pas très attentatoire finalement, ni au droit de propriété, il était un petit peu à la liberté de fouiller. Il y a quand même un peu tous les ingrédients qu'on va retrouver dans la loi de 41, c'est-à-dire la façon dont on accorde la question de la liberté de fouille avec le droit de propriété. On a aussi la question de l'intérêt public lié à la découverte du patrimoine archéologique. Donc ça va être un intérêt qui se manifeste évidemment d'une façon beaucoup plus intrusive, beaucoup plus présente dans ce texte de 1941. Et on va organiser ce système, ce régime de propriété complexe dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, premier point, là où l'article 552 instaurait un principe de liberté de fouille, reconnaissant aux propriétaires de faire librement toute fouille, toute construction et fouille qu'il jugera à propos, là, précisément, on va avoir une formule assez radicale, puisqu'on va soumettre à autorisation. Dans la loi de 1910, c'était simplement un déclaratif. Là, on va soumettre à autorisation le fait de faire des fouilles. Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherche de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sans avoir au préalable obtenu l'autorisation. Donc le propriétaire, quand bien même il est armé du droit de se clore, quand bien même il a un droit sur le dessus et le dessous, ne peut pas librement décider d'une fouille sur son terrain. Et lorsqu'il sollicite cette autorisation, l'administration va apprécier la demande au regard, alors je cite des propos de Robert Brichet, qui a été un des auteurs, qui a travaillé sur le droit des monuments historiques, au regard des qualités du fouilleur, ses aptitudes, ses travaux antérieurs, le lieu et les conditions des fouilles et la destination des objets. Donc, ce ne sont pas des fouilles qu'il jugera à propos, c'est-à-dire librement, mais on va effectivement juger ses capacités à faire ces fouilles. Alors, ces fouilles, elles peuvent être aussi réalisées par autrui, qui va demander l'autorisation de faire des fouilles auprès de l'État. Donc, il y a à nouveau ce système d'autorisation et on exigera qu'il ait le consentement
du propriétaire. Et là, on passe de ce système gouverné par la liberté de fouiller à un régime de responsabilité. On utilise ce terme-là et de co-responsabilité qui est présent à la fois d'ailleurs dans le système de fouille à proprement parler, mais le droit de l'archéologie aborde aussi la question des découvertes fortuites, impose une obligation de déclaration et à cette formule de la responsabilité partagée entre celui qui exécute les fouilles et le propriétaire du terrain. Alors, quant à cette question des produits de la fouille, comment le texte organise les choses, il y a 3 séries d'hypothèses. Le cas où l'État autorise la fouille, le cas où il est lui-même opérateur, c'est lui qui exécute des fouilles, et le cas des découvertes fortuites. Lorsqu'il autorise la fouille, le régime de propriété va être gouverné par l'article 716 du Code civil. Ce ne sont pas des découvertes fortuites, c'est une fouille. Par conséquent, c'est le propriétaire du terrain qui récupère la propriété, sauf à avoir conclu, ce qui peut se passer souvent, sauf à avoir conclu un contrat indiquant que les produits de la fouille éventuellement seront partagés par moitié, etc. Il peut y avoir des prescriptions, mais l'outil de partage, là, sera éventuel, le cas échéant, du ressort du contrat. La loi, elle, attribue la propriété au propriétaire. Lorsque l'État est l'opérateur, là, on va s'inspirer de l'article 716 du Code civil, mais on va décider qu'il y a un régime de partage entre le propriétaire du terrain et l'État. Cette fois-ci, on réorganise les choses en admettant que l'État puisse avoir vocation à acquérir une partie de la propriété. C'est toujours fondé un peu sur, c'est comme ça qu'on l'a expliqué, sur un peu la même justification, mais il y a une autre justification, c'est qu'on est en présence quand même d'un patrimoine collectif. Donc il y a une justification supplémentaire à ce que l'État récupère la moitié de la propriété. Et puis, pour les découvertes fortuites, on laisse prospérer, évidemment, l'article 716 du Code civil. Donc ça, c'est le système en 1941. Il n'y a pas seulement ces règles de partage de la propriété qui sont intéressantes à aller regarder, il y a aussi les droits régaliens dont va disposer l'État pour pouvoir éventuellement reconstituer une propriété unique sur les choses découvertes. Il a un droit, ce que la loi appelle d'une façon sans doute un peu maladroite, un droit de revendication sur l'autre moitié qu'il aura découvert, ce droit de revendication qu'il doit exercer dans l'intérêt des collections publiques. Donc on a ce levier dans lequel, si le partage se fait et que les biens en cause sont de grand intérêt du point de vue de l'archéologie, on va pouvoir verser avec ce droit de revendication. C'est une forme de droit d'expropriation. On dit droit de revendication. Je dis que c'est impropre parce que ça pourrait signifier, si on entend le mot technique de revendication, dans le droit civil, la revendication, c'est le fait de récupérer une propriété qu'on avait perdue originellement. Or, ici, non, c'est tout simplement, on évince le propriétaire, on l'exproprie. Alors, il y a à la clé une indemnité. Donc, cette idée de la propriété étatique, on voit qu'elle affleure quand même à la fois dans les modalités du partage, mais aussi dans un système dans un certain nombre de dispositions qui favorisent l'appropriation publique. Et du reste, ce droit de revendication peut s'exercer à la fois sur les fouilles qu'aura exécutées l'État, mais aussi les fouilles qu'il aura autorisées, et encore les découvertes fortuites. Il faut aussi préciser que ce droit d'expropriation mobilière, c'est le seul exemple dans le champ du droit du patrimoine, parce que, en général, on hésite à exproprier les meubles. C'est un dispositif qui est évidemment connu du droit commun et du droit du patrimoine en matière immobilière, mais qu'on n'utilise jamais dans le champ du droit du patrimoine,
c'est un peu un effet de résistance de la propriété privée. On n'ose pas effectivement exproprier. Là, on le fait. Et sans doute la raison pour laquelle on peut travailler sur ce ressort de l'expropriation, c'est qu'à nouveau, on ne connaît pas les ressources du sous-sol, et si elles sont mises à jour, c'est bien grâce à l'action, la plupart du temps, de l'État ou à l'encadrement de fouilles autorisées par l'État. Alors, ce système de reconnaissance de droit, il a été encore complexifié avec une loi récente et avec l'apparition d'une autre modalité de fouille. Je parlais des fouilles exécutées par l'État et des fouilles autorisées par l'État. Dans les fouilles exécutées par l'État, on a mis en place plus récemment un système de, je ne sais pas si ça vous dit, d'archéologie préventive. L'archéologie préventive, c'est une intervention des services d'archéologie avant tous les chantiers, les grands chantiers qui mettent à jour éventuellement des ressources et des gisements archéologiques. Il y a des interventions, des diagnostics qui doivent être faits à ce moment-là, et des découvertes sortent de ces explorations. Et là, on a un système remarquablement alambiqué, pour ne pas dire assez étrange, où on nous dit la propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est partagée à part égale entre l'État et le propriétaire du terrain. Bon, jusque-là, on est sur le même registre que précédemment sur les fouilles exécutées par l'État. Mais après, on nous dit, si à l'issue d'un délai d'1 an à compter de la réception du rapport de fouille, le propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il est réputé avoir renoncé à la propriété des vestiges. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que le fait de ne pas réagir fait supposer que le propriétaire abandonne sa propriété purement et simplement, et c'est l'État. Le bien est abandonné, alors l'État le récupère. Pourquoi on a ce système alambiqué? C'est que du coup, ce n'est pas une expropriation. Si l'État a abandonné, c'est une res hereditae, et l'État se penche pour recueillir les fruits de cet abandon. Donc, on voit bien là qu'on avance sur le terrain de la nationalisation des biens. On n'ose pas aller au bout de la logique. Il y a quand même, bon, on lui laisse 1 an, allez, le propriétaire, s'il ne réagit pas, ça devient une propriété étatique. Et ce système-là de droit fragmenté a été extrêmement critiqué, parce qu'on s'est aperçu du reste que, et ça c'était critiqué, y compris par les archéologues, on était sur une pelote dont ils disaient qu'elle était impossible à démêler. Il y a un ouvrage, je ne sais pas si vous le connaissez, de Jean Châtelain, qui s'appelle « Droit et administration des musées », dans lequel il décrit la situation des silos de découverte archéologique. On ne sait même plus sur quel terrain on a trouvé les tessons ou les gisements immobiliers, les gisements mobiliers. Donc, on ne sait pas quels sont les propriétaires, on ne sait pas si c'est le fruit d'une fouille exécutée par l'État, autorisée. Enfin, non. Donc, cette situation-là méritait évidemment une clarification, et je pense que c'est cette clarification assez radicale vers laquelle on s'est dirigé avec l'affaire dont tu vas parler et les lois de 2001 et 2016. Voilà. Merci beaucoup Marie pour cet éclairage historique, beaucoup plus qu'un éclairage d'ailleurs. Stéphane, je t'en prie, est-ce que tu as... Oui, tu as le micro. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci Raphaël pour ton propos introductif. Je vais donc avoir la lourde tâche de prolonger le propos de Marie, qui nous a offert une mise en perspective historique de la législation en matière de vestiges archéologiques. Alors vous aurez déjà compris qu'effectivement on est passé d'une situation où la liberté était le principe, le propriétaire du dessus étant propriétaire du dessous pouvait mener librement des fouilles, et ils ne s'en sont pas privés. Pour donner un seul exemple, la science préhistorique, qui est une science relativement récente, puisqu'elle naît à peu près au milieu du 19e siècle, eh bien, on a vu à partir de ce moment-là de très nombreux
propriétaires terriens se lancer dans des recherches archéologiques et constituer des collections d'objets préhistoriques en toute tranquillité, en toute liberté. Et puis il y a quand même eu un premier grand tournant en 1941, où là on voit quand même apparaître la main de l'État et une volonté d'appropriation, que ce soit des immeubles ou surtout des objets mobiliers, même si on a conservé une logique très complexe de partage entre l'inventeur, le propriétaire ou l'État. Alors on va voir que plus récemment, la main de l'État s'est avancée encore un peu plus et qu'on est allé plus loin dans la logique d'appropriation publique des vestiges archéologiques. Et donc je vais l'illustrer en évoquant une seule affaire relativement récente, mais qui reste aujourd'hui, je pense, l'affaire de référence. C'est l'affaire donc de la grotte de Vilhonneur, dans le détail de laquelle je vous invite à entrer. Alors cette affaire, elle commence le 8 décembre 2005, lorsqu'une équipe de spéléologues a découvert dans le tréfonds d'un terrain appartenant à M. Mathé Dumaine, un terrain situé sur le territoire de la commune de Vilhonneur. Nous sommes dans le département de la Charente. Ces spéléologues ont découvert un réseau de galeries et de salles, autrement dit une grotte, décorée de peintures pariétales pouvant remonter au Paléolithique supérieur. Alors cette grotte de Vilhonneur, elle est désormais désignée comme étant la grotte du visage, car il y a dans ce secteur beaucoup de grottes, notamment la grotte du Placard, et donc pour ne pas la confondre avec cette grotte du Placard et autres grottes, on lui a donné le nom de grotte du visage, parce que l'une des peintures repérées à l'intérieur de la grotte peut laisser penser à l'esquisse d'un visage. Alors cette découverte, opérée donc en 2005, cette découverte, elle a été déclarée par l'un des spéléologues dès le lendemain au service régional de l'archéologie. Quelques mois plus tard, soit le 7 avril 2006, le conseil municipal de la commune de Vilhonneur a délibéré pour renoncer à exercer les droits que la commune tenait sur ce vestige archéologique immobilier par l'effet des dispositions combinées de plusieurs articles. Tout d'abord, de l'article L541-1 du Code du patrimoine, mais aussi de l'article 713 du Code civil relatif aux biens sans maître et de l'article 63 du décret du 3 juin 2004. Ce décret de 2004 étant un décret d'application de la loi de 2001 relative à l'archéologie, dont est issu l'article L541-1 que je viens d'évoquer. Alors, il faut nous plonger dans ces différentes dispositions textuelles, en commençant par l'article L541-1 du Code du patrimoine, issu, je viens de le dire, d'une loi de 2001. Et cet article disposait à l'époque, je cite, à l'époque de l'affaire, les dispositions de l'article 552 du Code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux vestiges archéologiques immobiliers. L'État verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder au dit vestige. À défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire. Deuxième disposition qui joue un rôle dans cette affaire, c'est l'article 713 du Code civil, disposant que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'État si la commune renonce à exercer ses droits. J'en arrive au décret de 2004. Décret de 2004 qui est un décret d'application de la loi de 2001.
lequel décret dispose, je cite toujours, sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier issu de fouilles ou découvert fortuitement établit qu'il est propriétaire de ce vestige, un arrêté du préfet de région constate que ce dernier est propriété de l'État par l'effet des dispositions du premier alinéa de l'article L541-1 du Code du patrimoine et de l'article 713 du Code civil. Le décret de 2004 précisait encore que le préfet de région peut, si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, autoriser l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture. C'est donc en application de ces dispositions textuelles intriquées, les unes dans les autres et un peu complexes, que la commune de Vilhoneur a renoncé à exercer ses droits sur la grotte découverte. Et donc, suite à ce renoncement de la commune, le vestige a été incorporé dans le domaine public de l'État, enfin la grotte a été incorporée dans le domaine public de l'État par un arrêté préfectoral en 2006. C'est cet arrêté qui a été contesté par le propriétaire du terrain, M. Mathé-Dumaine. Alors pour ce faire, il a d'abord saisi le tribunal administratif de Poitiers, qui lui a donné raison, en résumé, en annulant l'arrêté, par un jugement qui est intervenu en 2008. Un appel a été formé par le ministère de la Culture devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux, laquelle cour administrative a rejeté le recours. Plus précisément, la Cour administrative d'appel, comme le tribunal administratif avant elle, a jugé que par cet arrêté préfectoral n'avait pas été respecté l'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, disposant que, je le rappelle, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur des lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. Suite à cet arrêt de la Cour administrative d'appel, un recours en cassation a bien sûr été formé, qui a débouché sur un arrêt du Conseil d'État le 24 avril 2012. C'est l'affaire donc ministre de la Culture contre M. Mathé-Dumaine. Le Conseil d'État va confirmer l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Il va juger que le propriétaire du terrain, du sol, donc M. Mathé-Dumaine, a été victime d'une double atteinte à son droit de propriété. La première atteinte résulte d'une mauvaise application dans le temps des dispositions de la loi de 2001 par laquelle l'État prétendait priver M. Mathé-Dumaine de sa propriété, de la propriété de la grotte. Et la seconde atteinte résulte d'une indemnisation insuffisante de la privation du droit de propriété envisagée. Alors, sur le premier point, c'est-à-dire sur l'application dans le temps de l'article L541-1, issu de la loi de 2001, le Conseil d'État va juger que cet article ne peut s'appliquer qu'à compter de la loi de 2001, qu'à compter de la loi du 17 janvier 2001 dont est issu cet article, plus précisément qu'il ne peut s'appliquer à un immeuble acquis avant la loi de 2001 et
rester dans les mêmes mains, dans les mains du même propriétaire, au-delà de cette date de 2001. C'était précisément le cas de M. Mathey-Dumaine, qui avait acquis le terrain en 1991 et qui était toujours propriétaire du terrain au moment de la découverte de la grotte. Le Conseil d'État juge qu'il a été privé du bénéfice qu'il tenait de l'article 552, autrement dit, privé de la présomption de propriété du sous-sol. Donc pour le Conseil d'État, M. Mathey-Dumaine était bien propriétaire du vestige et en lui appliquant l'article L541.1 issu de la loi de 2001, l'administration l'a privé de son droit de propriété. Ceci dit, l'affaire met aussi bien en évidence que pour un acquéreur postérieur à 2001, l'article L541-1 trouve à s'appliquer, et dans ce cas, l'article 552 du Code civil est écarté. Ces acquéreurs postérieurs à 2001 sont donc privés de la présomption de propriété du sous-sol, et il est précisé par l'arrêt du Conseil d'État que l'application de l'article L541.1 à ces propriétaires, qu'on pourrait presque qualifier de nouveaux propriétaires, à défaut de nouveaux riches, ne saurait être regardée comme la privation d'un bien au sens des stipulations de la CEDH. Alors cet arrêt du Conseil d'État en 2012 va pousser le législateur à modifier la rédaction de l'article L541.1. Cette modification, elle est intervenue avec la loi LCAP en 2016, en juillet 2016. Et désormais, l'article L541.1 dispose, je cite toujours, « Les dispositions de l'article 552 du Code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi du 1er janvier 2001. » De tout cela, il résulte que désormais, et en disant cela, je m'inspire du très commode petit tableau qui accompagne le commentaire de cet article dans le Code du patrimoine, commenté en particulier par Marie Cornu, mais aussi Vincent Negri. Il résulte de tout cela que si on est en présence d'un immeuble découvert avant 2001, le propriétaire du terrain bénéficie de la présomption de l'article 552, donc il est propriétaire de l'immeuble situé dans le sous-sol. Si l'on se trouve en présence d'un immeuble qui a été découvert entre la loi de 2001 et celle de juillet 2016, le propriétaire du vestige est la commune, ou en cas de renoncement, il s'agira de l'État. Troisième possibilité, si l'immeuble est découvert après 2001, mais sur un terrain acquis avant 2001, donc là c'est exactement le cas de figure de l'affaire de la grotte de Vilhonneur, eh bien le vestige est considéré comme étant la propriété du propriétaire du sol. Et puis, quatrième possibilité, lorsqu'on est en présence d'une découverte postérieure à 2016, eh bien, l'État apparaît comme étant le seul propriétaire possible. Donc, si l'on revient à notre affaire Mathey-Dumaine, eh bien, M. Mathey-Dumaine a été jugé par le Conseil d'État propriétaire de la grotte. Reste à évoquer la question de l'indemnisation. Avant cela, petite précision, la protection ainsi accordée aux propriétaires par l'arrêt de 2012 n'est
d'une certaine façon qu'une protection temporaire, transitoire. En effet, à terme, tous les terrains seront concernés par les dispositions de cet article 541.1, que ce soit en raison de vente ou en raison de succession. Donc la succession matédumène, qui n'est pas encore intervenue sauf erreur de ma part, la succession matédumène sera considérée comme ayant acquis le terrain après 2001, voire après 2016. C'est plus probable que ce soit après 2016. Et donc l'État deviendra inexorablement propriétaire de la grotte. Alors sur la question, enfin, de l'indemnisation, eh bien, le Conseil d'État souligne que les dispositions de la loi de 2001 poursuivent un but d'utilité publique au sens des stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme. Elles ont en effet été édictées pour assurer la conservation et la sauvegarde du patrimoine archéologique. Mais ce qu'ajoute le Conseil d'État, c'est qu'elles ne ménagent pas un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et celles de la sauvegarde du droit de propriété, dès lors que le seul versement au propriétaire du terrain d'une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder aux vestiges archéologiques immobiliers, et là je serais tenté de dire, on voit bien que ce sont des cacahuètes qu'on envisage, on ne voit pas très bien le dommage occasionné pour accéder aux vestiges archéologiques, ça ne vaut pas grand-chose, tout ça. Prévu donc par l'article L541.1 ne constitue pas une juste compensation de la privation de la propriété des vestiges eux-mêmes. Cela n'a pas conduit l'État à poursuivre dans le sens de la discussion avec le propriétaire pour acquérir la grotte. On dira simplement que l'affaire s'est arrêtée là. Cette grotte reste encore aujourd'hui une propriété privée qui est simplement protégée par une mesure de classement au titre des monuments historiques, une mesure de classement qui est intervenue en 2020. Mais vous l'avez bien compris, un jour viendra où le propriétaire comparaîtra devant son créateur et où l'État deviendra enfin propriétaire de la grotte. J'ajouterai encore quelques éléments pour attirer l'attention sur une autre affaire, mais elle devrait faire l'objet d'un traitement à part, cette affaire. C'est bien sûr, vous y avez sans doute pensé, l'affaire de la grotte Chauvet. Beaucoup plus connue que la grotte du visage à Vilhonneur, et qui a donné lieu à des contentieux absolument considérables en ce qui concerne précisément l'indemnisation des propriétaires, des différents propriétaires du terrain. Alors, c'est vrai que c'est une autre histoire, mais on peut en dire simplement quelques mots de cette affaire de la grotte Chauvet. Lorsqu'elle a été découverte, l'État a cherché à en faire l'acquisition à l'amiable auprès des différents propriétaires du terrain, et cela a été un échec. Alors, je précise que cette affaire est bien antérieure de quelques années à la loi de 2001, hein, puisque la grotte Chauvet, elle est découverte en 1994. Et donc, faute d'avoir pu acquérir à l'amiable la grotte, eh bien, l'État va s'engager dans une procédure d'expropriation. Une procédure d'expropriation, et ce qui va nouer le contentieux, eh bien là encore, hein, comme souvent en matière d'expropriation, c'est le montant de l'indemnisation du propriétaire, puisque l'État est parti du principe qu'il allait indemniser sur la base de la valeur du terrain. Donc, là aussi, c'était une poignée de cacahuètes,
puisque les terres en question, enfin les roches en question plus exactement, n'avaient pas une valeur considérable, donc on était sur quelques milliers de francs, et c'est là que le contentieux s'est noué. Donc différents juges judiciaires ont été saisis, on est allé jusqu'à la Cour de cassation, on a eu plusieurs renvois, enfin ça a duré des années, et in fine, le juge judiciaire a quand même condamné l'État à indemniser aux alentours de 700 000, presque 800 000 euros. L'affaire, elle est aussi intéressante parce qu'il y a eu une indemnisation des inventeurs. Les 3 spéléologues qui ont découvert la grotte ont bénéficié d'une indemnisation, alors qui a été négociée à l'amiable. Il y a eu un protocole d'accord en 2000, et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que ah oui, non, j'ai pas opéré la conversion, mais enfin à l'époque, ils ont quand même bénéficié de 3 millions d'euros d'indemnisation, les inventeurs, donc à comparer avec ce que les propriétaires des terrains ont obtenu de la part du juge judiciaire. Mais vous voyez, dans cette affaire, c'est une expropriation qui a permis à l'État de devenir propriétaire, alors que maintenant, avec la loi de 2001, eh bien, le principe, c'est que l'État est propriétaire. Mais d'ailleurs, c'est... Non, je voulais dire que d'ailleurs, c'est l'affaire Chauvet qui a motivé la loi, enfin, qui explique pourquoi on a adopté cette loi de 2001 pour essayer justement d'aller vers la nationalisation du sous-sol. Mais d'ailleurs, c'est une solution qui est partagée par d'autres États. Hein. Le fait que le sous-sol, sous le socle de la charrue, on dit, appartienne à l'État. Il y a beaucoup d'États la Grèce, par exemple, il me semble que la Suisse, c'est pareil, l'Italie, la Turquie, etc. Il y a beaucoup de systèmes dans lesquels on considère que l'État est hors d'emprise de la propriété privée, qu'il n'y a pas de possibilité d'appropriation privative de ce sous-sol, ce qui se justifie quelque part. Et il y a eu notamment, dans le cadre de l'UNESCO, des dispositions modèles pour inciter les États à légiférer dans ce sens-là, pour déclarer la propriété étatique, ce qui signifie en principe que cette propriété étatique s'accompagne d'un contrôle et d'une mission de conservation, avec effectivement des ressources archéologiques qui peuvent s'y trouver. Merci beaucoup. Maintenant, je vais me permettre de faire circuler le micro pour celles et ceux qui auraient des questions. J'entends bien qu'il faille quand même digérer un petit peu tout ça, mais vas-y, je t'en prie, Magali. Ouais. Donc, c'était juste pour rebondir parce que j'ai bien noté ce que tu as dit, Marie, au tout début, là, sur la loi de 1804, où quelque part, l'État, concernant en tout cas le droit minier, fait une exception sur ce qui concerne le droit minier. Ce qui est assez intéressant, c'est que 1804, on est en plein boom des ressources minérales en France et en Europe. Et c'est vraiment la période où il y a énormément de mines qui ouvrent. Et donc, quelque part, c'est très clairement un moyen pour l'État de s'accaparer les richesses qui sont exploitées évidemment par des compagnies privées, quoi. Donc j'ai bien retenu cette date-là. Il y a les concessions. Ouais. Bon, je me permets une petite question par rapport à la première affaire dont tu nous as parlé, Stéphane, l'affaire Vilhoneur, pardon. Quelles étaient les raisons pour lesquelles la commune finalement a décidé effectivement de se défausser sur l'État? Est-ce que c'est parce qu'il a pensé que c'était peut-être trop énorme pour gérer seul? Et d'ailleurs, finalement, à part ce classement monument historique, ou plutôt précisément du fait de ce classement monument historique, quelles sont les suggestions qui pèsent un petit peu sur le propriétaire de cette grotte? Parce que ça paraît effectivement incroyable qu'un vestige comme ça, tu parlais
de peintures qui datent du Paléolithique, soit bah, du coup dans la main d'un propriétaire privé qui peut presque librement y atteindre, parce que je suppose qu'il n'y a pas un gardien de grotte qui est là pour vérifier ce que le propriétaire fait à l'intérieur. Alors pour commencer par ta dernière question, la grotte est quand même très bien protégée. Elle est à peu près aussi bien protégée que si une personne publique en était propriétaire. On voit bien sur les photos, comme toutes les autres grottes, comme Chauvet, elle est fermée par une porte blindée, doublée par une grille. Donc personne ne peut aller la squatter, ne peut aller passer une soirée un peu exotique au fond de la grotte. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a malgré tout une assez bonne entente entre l'État et le propriétaire privé pour assurer au maximum la protection de cette grotte. Et pour revenir au premier point, c'est-à-dire pourquoi la commune a renoncé, je crois qu'effectivement, tu as esquissé la réponse, c'est que Vilhoneur, c'est quand même une petite commune. Et donc, faire valoir ses droits sur cette grotte, pour en faire quoi puisque maintenant, on ne fait plus visiter. Depuis la fermeture de Lascaux et la vente de Lascaux, parce que là aussi, Lascaux, il y a eu des propriétaires privés pendant très très longtemps. Ce n'est qu'en 1972, je crois, que l'État a fait l'acquisition de Lascaux, à un bon prix d'ailleurs. Enfin, pour le vendeur. Et donc, pour une commune, il y a 50 ans, oui, ça aurait pu présenter peut-être un intérêt, parce que la perspective de la mise en tourisme aurait pu donner des idées au conseil municipal de Vilhoneur. Mais là, la perspective d'une grotte fermée au public, entraînant certainement des charges, si ce n'est de gardiennage, au moins de surveillance, avec une caméra face à la porte de la grotte. Tu vois ce que je veux dire? Il y a dû y avoir une négo entre l'État et le... Sûrement. Sûrement, oui, oui. Et donc, voilà, la commune de Vilhoneur n'avait pas envie de s'embarrasser sans doute d'un cadeau empoisonné. Et je me permets, puisque je vois qu'il n'y a pas encore de main levée, on en discutait tout à l'heure en aparté, Magali. Tu disais que les scientifiques sont parfois un peu réticents à les fouiller. Enfin, comment ça se passe concrètement? Du coup, est-ce que vous demandez les autorisations? Est-ce que le régime d'autorisation, Non. il est toujours valable? Alors, Comment ça se passe? C'est vraiment intéressant parce que, honnêtement, moi, la plupart des géologues, en tout cas, tous ceux de ma génération, peut-être que les choses évoluent doucement. Mais effectivement, quand on part avec notre marteau, parce qu'on part avec notre petit marteau sur le terrain, casser des cailloux, on ne demande pas forcément, on ne demande jamais d'autorisation, sauf dans les espaces naturels. Les zones protégées, là, évidemment, il faut avoir des autorisations. Mais sinon, on part en montagne, on est au fond de nulle part, on casse des cailloux déjà cassés au sol, on casse des cailloux sur les rochers. Et donc, il y a tout un tas de sites. D'ailleurs, je vais revenir en arrière sur juste deux photos que j'ai. Il y a tout un tas de sites qui sont clairement des anciens sites miniers. Donc, vous avez les 3 photos, en fait, qui sont à droite. Ce sont des anciens sites miniers. Même l'espèce de tranchée, là, qui ressemble à rien, en fait, ça, c'est a priori, ça a été exploité par quelqu'un. Bon, alors est-ce qu'il faut aller demander l'autorisation à la DRAC pour aller casser un bout de caillou qui est là? En théorie, oui, a priori. Même si ce qu'on fait, c'est pas des fouilles. C'est pas des fouilles archéologiques. Quand on vient récupérer des cailloux ici, a priori, il faut demander l'autorisation. Mais quand on est sur des cailloux qui sont au bord de la rivière et où n'importe qui passe et va les ramasser, c'est toujours un peu compliqué. Donc en 2016, quand on a commencé à travailler sur les sites miniers dans les Alpes, on avait fait des demandes à la DRAC, mais on avait aussi l'impression que nos demandes étaient complètement en décalage avec ce qui est considéré comme des fouilles archéologiques. Puisqu'en fait, ce qu'on faisait ne relève pas de fouilles au sens... Donc c'était un peu mes questions que j'avais. Comment on définit réellement ce qui est une fouille archéo? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que ça dépend de la personne qu'on va avoir au service régional d'archéologie, qui va nous dire non, mais en fait, c'est tout bon. Donc,
pour être très honnête, on a fait la première année tout ce qu'il fallait, les bonnes demandes, en particulier sur ce site-là. Mais après, j'avoue qu'on a un petit peu arrêté et qu'en fait, quand on a fait pour la thèse de Floriane, hein, que vous voyez ici en vert, en fait, on voulait pas forcément, on avait déjà récupéré quelques échantillons de minerais et de déchets miniers. Après, on allait faire des trous dans les sols. Les trous dans les sols, moi, je suis allée demander l'autorisation à la mairie et aux propriétaires des terrains, des parcelles concernées. Enfin, et encore, même pas des propriétaires, parce qu'il y en avait pléthore, mais plutôt des exploitants des terrains agricoles. Mais du coup, c'est un peu aussi la question, où s'arrête la limite de la zone archéologique? Et est-ce que toute exploitation passée est considérée comme un patrimoine archéologique ou pas? Moi, j'avoue que je sais pas. Et notre sentiment, c'est vraiment que ça dépend. Donc, effectivement, je pense que la plupart du temps, quand on fait des prélèvements, on n'est pas bien dans les clous. Et je pense que je ne suis pas la seule. Et c'est aussi, à un moment donné, il y a aussi tout le côté, parce que les rapports archéo, faut les faire. Hein. Et quand c'est des rapports archéo, juste pour dire, on a pris 3 cailloux dans des tas de déchets miniers où il y en a des tonnes, et il y a des sites qui sont abandonnés. Il y a plein de sites où il n'y a pas de propriétaires. Il y a des sites où il y a des propriétaires, il n'y a plus de propriétaires, c'est l'État qui est en charge. Mais quand on est sur des sites abandonnés, j'en pense notamment à un à 2800 mètres d'altitude, où il reste encore des tonnes de minerais parce que la mine a fermé, ils ne les ont pas descendus. Ouais, mais bon, il n'y a pas d'études archéo pour autant dessus. Quelque part, ça pollue. Enfin, il y a un intérêt scientifique. Il y a l'intérêt archéologique. Il y a un intérêt peut-être historique pour certains. L'intérêt archéologique, je ne sais pas vraiment. Moi, ça me soulève plein de questions. Je n'ai pas les réponses, vous les avez peut-être. En fait, il y a deux, il y a deux notions et deux questions dans ta question. Il y a la question de ce que c'est qu'un patrimoine archéologique et ce que sont des fouilles archéologiques. Parce que ce qu'a voulu faire la loi de 41, c'est de réglementer les fouilles, l'activité de fouilles. Donc, qu'est-ce que c'est que des fouilles archéologiques? C'est une méthode scientifique. C'est les méthodes selon lesquelles les archéologues doivent, ou les méthodes que les archéologues doivent respecter quand ils travaillent sur un terrain de fouilles. Et donc, c'est ce que vont contrôler les services du ministère, etc. Donc, vous ne livrez pas des fouilles archéologiques, voilà, parce que vous n'êtes pas dans ce créneau scientifique, vous n'avez pas les mêmes méthodes, etc. Maintenant, vous travaillez sur potentiellement un patrimoine archéologique. Quand on va regarder la définition du patrimoine archéologique, c'est intéressant d'ailleurs, c'est c'est la seule définition d'un patrimoine spécifié qui figure dans le Code du patrimoine. Il y a la définition générique du patrimoine, tous les biens qui présentent un intérêt public du point de vue de l'histoire de l'art, tatati, etc. Et puis, il y a une définition spécifique du patrimoine archéologique. Il n'y en a pas pour le patrimoine archivistique ou le patrimoine des musées ou des monuments historiques, mais il y en a une pour le patrimoine. Et quand on la lit, on se dit, mais finalement, tout pourrait être du patrimoine archéologique. Tous les vestiges, nous dit-on, biens et autres traces de l'existence de l'humanité. Alors ça, c'est important, l'existence de l'humanité, parce que le patrimoine naturel ne rentre pas dans cette définition quand c'est purement du patrimoine naturel. Donc les autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité, de sa relation avec l'environnement naturel. Donc, typiquement, là, sur ces sites miniers, on se trouve sur du patrimoine archéologique. Et en plus, on s'est posé la question pour le patrimoine archéologique, est-ce qu'il y a une temporalité imposée? Est-ce qu'il faut que les choses étudiées aient 100 ans, 50 ans, etc. Non, le patrimoine archéologique, les archéologues ont une formule commence hier. Donc, alors, commence hier, c'est aussi une formule qui a presque utilisé le juge pour qualifier des fouilles archéologiques sur les terrains de guerre de la Première Guerre mondiale. Mais le fait est que on a rencontré des archéologues qui travaillent sur les égouts, sur les déchets, sur la politique des déchets, etc. Il fait un travail archéologique parce qu'il emprunte les méthodes de l'archéologie. Donc et il travaille quelque part sur, c'est curieux, mais un patrimoine archéologique, parce qu'on voit à quel point c'est très, très étendu. Et du reste, c'est si étendu
traces, vestiges de l'existence de l'humanité, qu'on peut se dire, mais où est le sous-sol là-dedans? Finalement, on pourrait avoir des fouilles archéologiques sur un édifice, hein, sur quelque chose qui est sur le dessus et non pas sur le dessous. Moi, je continue, du coup, avec une question pour toi, Marie. Donc, tu as bien décrit le passage, effectivement, d'une sorte de Far West, un peu avant le 19e, à progressivement une mainmise de l'État. On la justifie comment, cette mainmise de l'État? Est-ce que c'est par souci, tout simplement, de conservation? Parce qu'effectivement, si on laisse ça au privé, forcément, le travail sera mal fait. Ce qui présume que l'État fait nécessairement mieux le travail, ce qui peut-être peut se discuter. Est-ce que c'est un modèle typiquement français où, comme tu disais tout à l'heure, de manière générale, il y a quand même une étatisation des ressources archéologiques et du patrimoine du sous-sol qui est en marche, quel que soit l'endroit. Voilà. Est-ce qu'on justifie ça par une, pourquoi pas une dimension idéologique, c'est-à-dire c'est aussi la façon comment dire, d'exprimer une certaine continuité territoriale, d'occupation, un mode d'occupation du territoire, de cette culture-là par rapport à ceux qui arrivent, ou comment est-ce qu'on justifie ce passage finalement, cette étatisation qui, c'est vrai, pour le coup, un peu contre-intuitive par rapport à tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à partir des années 70-80, je ne vous fais pas l'article, hein, mais on sait très bien qu'il y a quand même une vaste dérégulation de pas mal de secteurs d'activité historiquement assurés par l'État, et alors que là, c'est l'inverse. Là, il y a une sorte de remise, de remise au goût du jour de l'État, si j'ose dire. Et voilà, à quoi ça tient? Parce que ça vient pas d'un coup. C'est-à-dire que dès le début du XXe, on se pose la question, on affirme dans les services ministères, dans les inspections des services des beaux-arts, dans le personnel qui s'intéresse à cette question de l'archéologie, on est persuadé qu'il y a sur le sous-sol un droit éminent de l'État qu'il faut reconnaître. Il y a à plusieurs reprises, il y a soit du personnel politique, soit des services de l'administration qui disent que c'est une propriété étatique. Simplement, je pense qu'il y a des effets de résistance de la propriété privée, du droit de propriété, qui est peut-être fantasmé comme un droit absolu, souverain, etc., et sur lequel on peut difficilement, avec les articles du Code civil qui quand même reconnaît aux propriétaires des droits forts sur le dessus et le dessous, je pense qu'on y va à pas compter. Alors 41, c'est l'occasion rêvée parce que voilà, on peut adopter facilement les lois, mais ça vient pas d'un coup. Effectivement, hein, il y a notamment Dujardin Baumetz, qui est un personnel politique qui a été secrétaire aux Beaux-Arts avant Paul Léon, enfin sur la période 1900, je crois que c'est 1905-1930, lui qui est vraiment sur cette position-là. Mais simplement, le dossier peine à avancer parce qu'il y a une force de résistance, alors à la fois qui vient des propriétaires, mais surtout des sociétés savantes aussi, qui défendent non pas seulement le droit de propriété des propriétaires de terrain, mais le droit de propriété des collectionneurs, de ceux qui bénéficient de ces découvertes, hein, qui deviennent des propriétaires de collections archéologiques. Donc je pense que c'est plutôt ça qui est fait. Mais je pense qu'il y a cette idée profondément que ça devrait revenir à l'État. Pourquoi? Parce que le sous-sol archéologique, c'est aussi une certaine idée de l'identité nationale, c'est aussi l'histoire nationale qui se raconte au travers des découvertes archéologiques. Et d'ailleurs, tu parlais de l'immobilier, de la loi de 2001 confirmée par la loi de 2016, mais on va voir le même système pour les objets mobiliers à terme qui sont découverts après l'entrée en vigueur de la loi de 2016 sur des terrains qui vont être acquis après la loi de 2016. On va avoir un système de propriété étatique identique. Merci beaucoup. Y a-t-il des Et questions? là, on peut peut-être Pardon. aussi Ça marche. oui, signaler que pour les années, enfin, pour les quelques décennies passées, le souci de lutter aussi contre le trafic illicite de biens archéologiques joue un rôle dans
dans la volonté d'étatisation du sous-sol, que ce soit pour l'immobilier, enfin pour l'immobilier évidemment par définition ça bouge pas, mais pour les objets mobiliers, oui, sans doute, faire en sorte que l'État contrôle ça et régule, si l'on peut dire, le trafic. Et les signes sauvages dont je parlais dans Dordogne, c'était effectivement un chercheur, il me semble que c'était un chercheur allemand qui procédait à des fouilles de grands, puis après qui exportait les objets, etc. Il y avait tout un marché qui se développait. Donc je pense qu'il y avait cette idée que ces objets-là devaient rester sur le sol et qu'il fallait un contrôle accru de ces fouilles qui étaient à l'époque pas du tout contrôlées, effectivement. Juste, si je peux, comme je vois à l'heure qu'on arrive à peu près à terme, j'aimerais juste soulever aussi une nouvelle interrogation. Tout à l'heure, donc je vous parlais, quand je parlais du patrimoine, qu'il y avait des patrimoines naturels, on a parlé de grottes tout à l'heure, et culturels. Et donc effectivement, derrière le côté archéologique, comme tu l'as rappelé, il y a les traces de l'humanité. Et du coup, c'est vrai que nous, en tant que géologues, on parle aussi beaucoup du patrimoine naturel, où pour le coup, il n'y a pas de traces de l'humanité, il y a un intérêt scientifique, il y a un intérêt esthétique qu'il peut y avoir. Mais je veux juste attirer votre attention que des fois, on passe de ce qui était considéré comme du patrimoine naturel à une part de patrimoine culturel. Juste si je reviens sur cette grosse photo ici en bas, donc c'est dans la grotte Saint-Marcel, pas très loin de la grotte Chauvet d'ailleurs. Et donc, c'est une magnifique grotte, comme toutes les grottes naturelles, étudiées par mes collègues géomorphologues. Et donc, j'ai oublié son nom, qui est assis ici, qui a fait sa thèse, en fait, à essayer de comprendre comment s'était formée cette grotte. Et donc, dans cette magnifique salle, vous voyez qu'il y a tout un tas de ce qu'on appelle des spéléothèmes, des fragments de stalactites et de stalagmites qui sont au sol. Et bien, en fait, en étudiant dans le détail la position de ces stalactites et de ces stalagmites, ils se sont rendus compte que cette disposition n'était absolument pas naturelle et qu'elle avait été façonnée par l'homme il y a je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'années. Et donc, un site qui était considéré comme 100% naturel s'avère en fait ne pas l'être. Et du coup, on passe de quelque chose, d'un patrimoine naturel, à un patrimoine quelque part archéologique. Et donc, j'imagine qu'en termes du droit, son statut, il évolue et il change. Voilà, je voulais juste terminer là-dessus. Et puis pour aller encore plus loin, et là c'est peut-être de l'ordre de la boutade, mais le patrimoine naturel, ce n'est jamais que l'homme qui regarde la nature. Donc de toute façon, dans ce sens-là, voilà, nous on va voir quelque chose de la nature. Pour un ours ou pour une fourmi, c'est pas du patrimoine. Hein, ça... Donc effectivement, tout est patrimoine, enfin tout patrimoine naturel est patrimoine culturel en réalité, qu'on le veuille ou non. Oui, il me semble qu'il y a des grottes qui n'ont jamais été fréquentées par l'homme, qui sont classées monuments historiques. Je pense une des plus célèbres, c'est le gouffre de Padirac. Hein. Oui, bien sûr. Donc ça, on pourrait même multiplier les exemples de ce type de grotte. Mais effectivement, votre cas est... Ça rentre dans ce qu'on appelle les géopatrimoines. Voilà, oui, bien sûr. Mais Maintenant, il y a les géoparcs, alors par extension, bien sûr. Mais cette césure patrimoine culturel, patrimoine naturel est très, très artificielle. On a vraiment l'habitude et la culture de séparer ces deux ensembles, nature-culture, alors que parfois, c'est très intriqué. Alors, si je peux faire une page de publicité, c'est précisément... une thématique qu'on va explorer dans un cycle de conférences qu'on co-anime avec Jérôme Fromageau au musée du Quai Branly, et où on explore justement ces entrelacs entre le patrimoine naturel, le patrimoine culturel. Et la prochaine séance a lieu le 17 décembre. Je ne sais pas si vous avez été informé de cette séance-là, où on va discuter de la question du paysage. Il y a notamment une affaire dans laquelle le paysage littéraire de Proust a été confronté à l'implantation d'éoliennes. Et le juge a donné raison à Proust d'une façon assez étonnante, surprenante, en faisant valoir que dans le paysage, il y avait aussi l'idée que
c'était une construction sociale et qu'il fallait comprendre cette construction sociale comme éventuellement pouvant faire échec à un projet de construction d'éoliennes. Donc il y a Frédéric Rollin qui est professeur à l'université Paris-Saclay qui va en discuter. C'est un arrêt du Conseil d'État qui a été extrêmement controversé. Et vous aurez aussi Sylvain Allemand qui a produit un ouvrage sur le thème du paysage et de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie comme aussi fabrique du patrimoine et fabrique de paysages. Et voilà, donc on va discuter de ces choses-là. Donc si vous êtes libre, n'hésitez pas à venir le 17 décembre à 17h, c'est ça, 17h, au musée du Quai Branly. 17h, musée du Quai Branly. Et Laurent Fonbossier a inauguré la première séance en questionnant cette césure justement nature culture. Tu as écrit. Mais oui, évidemment, avec Le Jérôme. pire est passé, vous pouvez donc y aller tranquille. Avec Jérôme, évidemment. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Merci d'être venus. Et merci au public. It was this